Moi c'est William, je fais de la randonnée parce que c'est une manière pour moi de découvrir le monde à la vitesse de mon corps. Du coup je me suis dit on va faire une vidéo, comme ça je fais la liste de tout le matos et ça permet de donner le lien de cette vidéo aux personnes qui me posent la question directement. Et comme ça c'est plus rapide. Pour démarrer la vidéo de matos, juste quelques petits points avant. Je trouve qu'Internet nous pousse énormément à consommer plutôt qu'à réfléchir à faire autrement avec ce que l'on a déjà. Et pour moi, philosophiquement, la démarche de partir très léger, c'est de partir avec moins. Si on randonne, c'est qu'on affectionne en particulier les paysages que l'on traverse. Et acheter à tout va, c'est quand même quelque chose qui est un vecteur opposé du maintien de l'environnement. Consommer moins, ou du moins acheter les articles qui dureront dans le temps et vous seront plus longtemps utilisables, une démarche bien meilleure que d'acheter des choses très légères qui n'ont pas une durée de vie très très longue et qui vont devoir être changées assez fréquemment. Il y a plus de plaisir à fabriquer soi-même son propre matériel, voire trouver des petites bidouilles, bricolages. Le but de s'alléger, c'est de ne pas avoir à penser à tout ça, c'est de mettre un sac à dos et au bout de quelques minutes de marche, oublier qu'on l'a sur le dos, c'est de ne pas à chaque pause barre céréales de lâcher son sac avec un grand soupir. Non, le but c'est de s'alléger, c'est d'aller plus loin, c'est de permettre à son corps de moins souffrir de la marche, c'est de faire plus de kilomètres à la fin de journée sans éprouver de douleur, de fatigue. L'objectif d'une liste de matériel que l'on prend doit être toujours réfléchi en fonction d'un but. En premier, c'est marcher, c'est donc découvrir du paysage. Mon deuxième objectif, c'est la polyvalence de mon matériel pour me permettre de voyager librement, on va dire de manière civilisée, d'être au contact des gens, comme être au contact prolongé de la nature. Et mon troisième objectif, c'est capter et ramener des souvenirs de ces aventures-là. On va commencer par ce que je mets sur moi. Une montre, une Casio, toute simple, j'aime bien pour sa rusticité, sa batterie qui tient très très longtemps. Et le fait que ça s'illumine dans le noir, dans la tente le matin, c'est très pratique. Et je peux également programmer une alarme avec pour me réveiller, ce qui fait que je peux éteindre mon téléphone et garder encore plus de batterie. J'ai bien sûr un téléphone sur moi. J'aime bien d'avoir un téléphone comme performant photo et vidéo, puisque notamment à la traversée des Alpes, je l'ai fait sans appareil photo. J'ai tout fait en photo, vidéo avec cet appareil-là, et ça fait le taf. C'est très bien. Donc c'est aussi une caméra backup, on va le voir, pour l'autre caméra que je prends habituellement avec moi maintenant. C'est aussi donc l'appareil de navigation. J'utilise Gaia, que je paye à l'année, qui me permet d'avoir tous les fonds de carte imaginables. C'est une application très complète, et notamment le fonds IGN, qui est celui qui me sert le plus, et le fonds satellite Topo, qui est une vue satellite avec les courbes de niveau, comme son nom l'indique, et hyper pratique pour trouver les lieux de bivouac, parce qu'on voit le couvert forestier ou le couvert de prairie, on sait où sont les espaces ouverts, fermés, et la porte. Donc c'est fabuleux pour trouver un lieu de bivouac, je recommande vivement. Petit problème avec Gaia, c'est quand on trace par moment, le dénivelé n'est pas juste dans la trace. Il faut vraiment qu'il corrige ça, parce que c'est très pénible vu le service qui est parfait sur tous les autres points. Après, le téléphone et la montre, comme autre accessoire, j'ai des lunettes de soleil. Alors, c'est pas des lunettes de soleil classiques, elles étaient pétées, donc j'ai fait 2 trous à la perceuse de chaque côté, j'ai mis une corde élastique. J'ai également une casquette sur moi, tout le temps, une toute simple, c'est une casquette lignée dont j'ai découpé le logo. J'aime pas avoir des marques chaussettes, c'est des Danish Endurance, des chaussettes un mélange polyester mérino qui sont toutes simples, très légères. Attention avec les chaussettes, je me suis fait avoir dans la traversée des Alpes. Il faut rincer ces chaussettes quasiment tous les jours ou les 2 jours pour les décompacter et éviter ce côté un petit peu abrasif sur le pied du tissu lorsqu'il est saturé en sueur, poussière, sable, toutes ces choses-là. Donc je m'étais fait avoir et j'ai failli abandonner la GTA parce que j'étais poncé sous mes pieds, et ça faisait comme des petites aiguilles qui me piquaient, et ça c'était pas un problème de la chaussette, c'était un problème de moi qui n'avait pas assez les chaussettes. Une paire me fait une saison complète, 1 an, et après je la passe en chaussettes de badminton ou de sport, ou de même mes chaussettes pour aller au travail, parce que c'est encore en bon état, celles-là elles ont plus d'1 an. Quelles sont en mérino, qui vient d'une marque française très connue, qui commence par un D, Decathlon. Ils ont augmenté un peu en prix dernièrement ces caleçons, mais je les recommande toujours, ils sont autour de 25 € si je dis pas de bêtises.
Les chaussettes, on est à 30 € les 3 paires. Donc pour les caleçons, c'est pour moi important. Je sais qu'il y en a qui marchent sans parce que j'ai un short sans filet, donc ça permet de tenir. Au-dessus du caleçon, c'est un short que je mets sans filet comme je l'ai indiqué. C'est un short de sport, pardon, les poches sont sorties parce qu'il sort juste de la machine à laver. Et je reviens d'un trek en Normandie où il a fait bien chaud et j'ai bien transpiré. Il fallait évidemment que je lave le short. Donc un short tout simple de chez Go Sport. Il est très très aéré dans le bas du dos parce qu'avec le sac on transpire beaucoup, donc c'est une fibre mèche très light. 2 poches zippées de chaque côté. Je dis zippées parce que je veux, si je mets des boules caisses ou un capuchon d'appareil photo, pouvoir le fermer et courir sans qu'il y ait des choses qui tombent de mes poches. Elles sont suffisamment grandes pour mettre un téléphone et le mettre droit contre la cuisse pour pas que ça gêne quand on marche. Au-dessus, j'ai un hoodie, on va appeler ça en français, on va pas faire d'anglicisme. J'ai un, comment on appelle ça, une sorte de petit haut à capuche par soleil. J'ai vu ça dans la vidéo de Craig Adams. Il y en avait un acheté une vingtaine d'euros sur Amazon, un gris. J'ai le gris que j'ai essayé, j'ai été conquis. J'ai pris le noir dans un souci de vêtements de voyage. Je trouve que le noir est beaucoup plus classe. Il ne marque pas trop avec la transpiration, il ne laisse pas de traces blanches autant que d'autres vêtements, donc j'en suis content. C'est un peu plus épais, ce qui veut dire que quand il fait 40 degrés, c'est vrai que c'est très chaud, mais on a quand même la capuche qui protège du soleil, ça protège vraiment bien et j'ai pas de coup de soleil. Et c'est vraiment une couche, une seconde peau, qui sert autant dans des petites brises fraîches le matin que lors d'épisodes de soleil prononcé qu'il faut se protéger. Voilà pour les vêtements que j'ai sur moi. J'ai oublié de vous parler des chaussures, très important. Je suis parti du côté de Altra avec les Lone Peak notamment, celles que j'ai le plus portées. Et je suis passé récemment sur les Olympus qui avaient un peu plus de soutien. Malheureusement, elles grincent, donc c'est vraiment très inconfortable et pénible. Je suis en train de tester les New Balance Hero X7. Pour les bâtons, j'ai des Fizan compacts. Ils font 59 cm pliés, ils pèsent 150 et quelques grammes, sans les dragons. Je n'aime pas avoir les mains prises. Si jamais j'ai une chute ou quoi que ce soit, les bâtons me blesseraient plus qu'ils ne m'aideraient. Donc le sac. C'est un Heiberg, c'est une marque allemande. J'ai choisi le modèle Bandy 40. Il n'a pas de ceinture abdominale. J'en ai rajouté une toute petite qui permet de soulager. Mais 500 grammes, c'est relativement redoutable pour 40 litres. Il a des rappels de charge, ce qui pour certains paraît inutile sur un sac léger comme celui-ci. C'est très important pour moi parce que je suis très fin et donc du coup j'ai un dos qui est incurvé, je suis assez cambré derrière et donc mes sacs ont tendance à s'incliner vers l'arrière quand je les mets et les rappels de charge permettent de ramener le haut du sac contre mes épaules et ça les rend beaucoup plus confortables, ils tirent moins en arrière, même sur un sac ultra léger. Le sac, il a plusieurs compartiments, il a un grand compartiment central qui fait 29 litres et l'ensemble des poches extérieures le complète pour un volume total de 40 litres. Dans ces poches, j'ai toujours mon téléphone accessible à gauche dans cette poche-ci. J'ai normalement un capture clip, qui est ce petit appareil-là, qui est fixé juste ici sur le sac pour mon appareil photo. J'ai toujours utilisé cet appareil, ce petit dispositif et c'était très bien. Il est un peu lourd, ça pèse 84 grammes. Et j'ai eu quelques problèmes en Normandie ce week-end avec le sel de la mer. Impossible de le faire fonctionner correctement. L'appareil photo mettait beaucoup de temps à réussir à se clipser. Donc j'ai passé de l'eau douce dessus, j'ai essayé de nettoyer. Je me rends compte que cette petite pièce, la plaque Arca Swiss, s'use au bout d'un moment et coulisse beaucoup moins bien dans le fermoir. Donc c'est quelque chose d'un peu décevant. J'ai remarqué que ça écrase beaucoup la mousse de mon sac à dos. Là, ici, elle est toute écrasée, donc je suis un peu déçu. Donc je me suis dit, je vais essayer de porter l'appareil photo qu'on va voir après un peu autrement. Et je suis revenu à la bonne vieille sangle avec toujours la marque Peak Design, avec les petites attaches rouges qu'on connaît bien sur l'appareil photo. Et je vais le mettre en bandoulière et on va voir, je le passerai derrière ou devant en fonction des besoins.
De ce côté-là, j'ai une optique. Mon appareil photo étant accroché à gauche, à droite j'ai une petite optique qui est dans la poche, accessible, et donc avec le clips, l'appareil photo, je peux déclipser l'optique en place, la prendre la deuxième optique, changer le bouchon de place, remettre l'optique, clipser et remettre la première optique dans la poche de droite. Et donc ça permet de changer d'optique rapidement. Je tourne entre deux optiques qu'on va voir tout à l'heure. Ça c'est pour toutes les poches de devant. J'ai juste en dessous ici un petit thermomètre avec une boussole. Pour le thermomètre, je m'en sers tout le temps parce que régulièrement dans la journée je regarde la température, je regarde combien il fait. Donc je sais pourquoi j'ai froid la nuit ou je sais pourquoi il fait chaud la journée. Maintenant, donc, dans les poches accessibles de côté, j'ai toujours sur la gauche de mon sac ma bouteille d'eau. C'est une bouteille d'eau d'1 litre classique d'une marque française, vous reconnaissez au bouchon rouge. Je mets à gauche du sac parce que mon bras gauche y accède plus facilement que ma main droite. Voilà. En dessous de la bouteille d'eau, quelque chose que je ne souhaite pas accéder si souvent que ça, mais que quand même il faut pouvoir accéder quand il pleut, ce sont des sacs plastiques qui servent à étanchéifier certains de mes appareils électroniques notamment. J'ai un sac qui permet de téléphone dedans, bien qu'il soit étanche, j'en ai déjà perdu un en Écosse avec l'humidité, donc maintenant je le remets dans un sac en plastique. Et j'ai une charlotte, une charlotte qui permet de mettre ça sur l'appareil photo devant, sur la anse. Ça me permet de protéger l'appareil de l'humidité. Sur ce côté-là, on filtre à eau. Et du coup, je suis parti sur un Bifree que j'ai changé pour un filtre Bifree Salomon, qui sont un peu plus longs que les Bifree classiques et qui filtrent un peu plus vite. Ils ont un meilleur débit. Entre cette bouteille d'1 litre sur le côté et cette pochette de 600 ml, je suis à une capacité d'1,6 litre, ce qui me suffit dans la majeure partie des cas. Il y a des cours d'eau que j'évite en particulier, ceux qui sont très chargés en minéraux, on les voit parce qu'ils sont très troubles clair, blanchâtre, un peu gris, ça à proscrire absolument de ces filtres parce que ça les bouche instantanément. Lorsque vous arrivez à une source d'eau, buvez le plus possible. Et c'est une des raisons pourquoi je porte moins d'eau aussi, c'est que mon corps est en permanence hydraté. Ça c'est pour les poches extérieures. Normalement j'ai sur le côté ici un petit trépied, un Ultrapod, l'Ultrapod 2, qui est suffisamment gros, il pèse 120 grammes et qui permet de porter mon appareil photo. Ne prends pas d'autres petits trépieds, mais j'ai juste une petite platine pour tenir le smartphone qui va avec ce trépied aussi, ce qui fait que je peux mettre soit l'appareil photo, soit mon smartphone sur le même trépied. Voilà. Les autres choses à l'extérieur du sac. J'ai dans la poche de derrière mon bœuf qui est toujours accessible le matin quand il fait un peu froid, je le mets. C'est un bœuf en polyester classique. Deuxième fonctionnalité évidemment tour de cou, donc ça tient bien chaud, ça peut être ajustable au niveau du visage. Il est long, donc on peut le monter en bonnet, ce qui fait que je le porte toutes les nuits comme cagoule, en me laissant juste les yeux dépasser, donc c'est très pratique pour la chaleur, parce qu'on va voir, après j'ai une couette, donc ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu chaud au niveau du visage. Quoi d'autre en fonctionnalité, éponge, sueur, tout ça, j'essaie d'éviter parce que c'est quelque chose que j'essaie de garder toujours sec et propre parce que j'utilise vraiment tous les jours pour le couchage. Donc la filtration de l'eau c'était vraiment dernier recours. Je sais qu'il y en a qui l'ont utilisé comme bandana pour le soleil ou qui l'ont utilisé aussi pour fixer une entorse ou quoi que ce soit d'autre, donc c'est un objet très polyvalent. Des petits gants, je suis parti sur des petits gants noirs de la marque Decathlon qui sont avec des bouts des doigts tactiles, très pratiques avec le smartphone parce que j'utilise en navigation. Très très fin, le but du gant c'est pas de tenir super chaud, le but du gant c'est de protéger jusqu'à 0 degré du vent qui me fait perdre la dextérité de mes doigts. En fait mes mains, je perds l'usage de mes doigts quand il fait vraiment très très froid, enfin sûrement vous aussi, quand vous pliez votre tempe le matin qu'elle est humide, les doigts sont gelés et on a du mal à les bouger, ça me le fait très souvent même dans des circonstances sans pluie et ma tente humide, donc j'ai besoin des fois les matins de mettre des gants pour me protéger, et en fait c'est cette partie de la main, le dos de la paume, qui lorsqu'elle prend le froid, les nerfs ne permettent plus d'activer les doigts facilement. Donc du coup, les mitaines feraient très bien l'affaire, je préfère des gants, et ce que je fais c'est que j'ai d'autres vêtements qui ont des passe-pouces, et donc lorsque je mets mon gant, je peux mettre le passe-pouce par-dessus le gant, et ce qui fait que j'ai vraiment une protection du froid sur le dos des mains, et c'est très pratique pour moi. Donc des gants. Alors, à l'extérieur du sac également, j'ai une veste coupe-vent. Le nom de celle-ci c'est Houdini de Patagonia. C'est une veste, comme son nom l'indique, Houdini, magique. Donc elle résiste à une pluie légère, en aucun cas à sortir en cas de pluie forte. La qualité principale de ce vêtement, c'est que ça reste respirant, beaucoup plus qu'une veste de pluie, beaucoup plus lourde.
est extrêmement léger, ça pèse 100 grammes, donc c'est même plus léger qu'un t-shirt pour un vêtement complet. Ça a une capuche qui se serre. On peut l'ouvrir complètement devant, il y a une petite poche sur le devant pour ranger des choses. C'est vraiment un vêtement de coupe-vent et c'est le vêtement qui est quasiment la moitié de la journée sur moi, le matin au départ et le soir au bivouac. C'est un vêtement qui sèche très très vite. Je l'ai pris dans une sorte de camo digital qui était assez marrant puisque je fais aussi un peu de photographie animalière et donc ce haut passe au-dessus de mes couches chaudes quand je suis dans la forêt et que je veux être discret. Je vais reparler de cette veste dans peu puisque j'ai également une veste de pluie. Le principe d'une veste de pluie est évidemment de bloquer des éléments, du vent aussi. Donc il y a doublon entre les deux. Doublon mais pas tant que ça. J'ai fait le choix pour la veste de pluie de partir sur quelque chose de très très léger que j'ai trouvé sur Vinted pour 80 €. Pourtant c'est une veste en Gore-Tex, Shake Dry comme ils l'appellent, leur technologie. C'est juste une monocouche de la fibre, de la membrane Gore-Tex, donc elle est directement apparente, ce qui fait qu'elle est extrêmement fragile. Marchez dans des ronces avec ça et vous êtes garanti d'avoir des trous dedans. Ça pèse que 140 grammes. En taille L, donc ce qui fait que je peux la mettre au-dessus de toutes mes couches. C'est extrêmement résistant à l'eau. Je n'ai jamais, je pèse mes mots, et pourtant je me suis pris des grosses pluies avec, je n'ai jamais été percé par la pluie avec cette veste. Ce qui est extraordinaire. Donc c'est un matériau incroyable qui, comme son nom l'indique, Shake Dry, nécessite seulement d'être secoué lorsqu'on a pris la pluie pour être sec. Donc, ça n'absorbe pas l'eau, et puisque ça n'absorbe pas l'eau, le vêtement continue de respirer, donc on ne suffoque pas en dessous. C'est vraiment un vêtement technique impressionnant, très cher à l'achat neuf, c'est plus de 300 € neuf une veste comme ça, donc c'était hors de question que je mette ce prix dans une veste qui soit aussi peu durable. Ça c'est un des articles les moins durables de mon sac à dos, et j'accepte que ça soit aussi peu durable parce que c'est un vêtement que je prends en cas de pluie, qui se met dans le sac pour se faire oublier. Je ne l'utilise pas comme un coupe-vent en permanence à la place de ce vêtement, bien que ça pourrait le faire. D'une part parce que ça ressemble à un sac poubelle, je ressemble à rien dedans, et d'autre part parce que c'est pas aussi durable que ça. Et ce qui veut dire que moins je l'utilise, plus longtemps elle durera. Donc entre les deux, j'utilise celle-ci beaucoup plus, et c'est là en dernier recours quand il pleut vraiment. Elle a une autre fonctionnalité, c'est que le soir dans ma tente, puisqu'elle ne sert évidemment à rien, elle composera mon oreiller avec mon pantalon de pluie. Donc les deux vestes peuvent se cumuler entre elles et bloquent absolument du vent, mais on se rend compte que c'est un gain thermique notable, et vous allez voir que ces deux vêtements ont également remplacé une couche chaude que j'avais dans mon sac, ce qui m'a allégé encore plus. Juste un petit point sur toutes ces membranes Gore-Tex et ces tissus ultra performants machin. Dans ma quête de quelque chose qui me convient, je suis arrivé à essayer la membrane Shake Dry, du coup. Qui est une aberration écologique. C'est du Gore-Tex, et le Gore-Tex c'est un des matériaux de synthèse que l'homme produit qui est parmi les plus difficiles, qui est quasiment impossible pour la nature à détruire. Ça ne se dégrade pas, c'est les pires molécules de plastique qu'on peut imaginer, c'est un mélange de pétrole affreux, enfin bref, c'est horrible. Et donc j'ai regardé du côté de Hal Craven, de Picture, de certaines marques qui faisaient des cotons en toile cirée, cire d'abeille, la wax, qui rendait les vêtements imperméables, qui n'étaient pas respirants, ils étaient imperméables mais très lourds. Donc pour la planète, ce serait carrément mieux de partir sur ces vêtements-là. C'est sûrement la solution vers laquelle je m'orienterai par la suite. Voilà, encore une fois, j'accepte d'avoir ce genre de vêtements uniquement parce que c'est de l'occasion, je n'achèterai jamais ça neuf. Et la deuxième argument qui me fait partir sur ça plutôt qu'une veste Gore-Tex plus classique, membrane 3 couches, 2 couches, c'est qu'il faut mettre un traitement imperméable durable sur les membranes pour que l'eau perle et que l'eau ne s'absorbe pas dans le tissu extérieur. Cette veste-là ne nécessite pas de traitement DWR, Durable Water Repellent, puisqu'elle est hydrofuge dans sa matière, et ce qui veut dire que l'eau n'est pas absorbée dans le matériau. Donc je n'ai pas besoin de mettre cette molécule dessus pour la rendre imperméable. Et donc je ne rejette pas dans l'environnement cette molécule qui est très néfaste. Donc oui, c'est un enfer à produire. De l'autre côté, quand je pratique moi dans la nature, j'ai acheté cette veste, elle a déjà un bilan carbone qui est mauvais, mais une fois que je pratique dans la nature, je ne contribue pas à la dégrader davantage avec un traitement chimique que je mettrais sur ma veste ou mes autres vêtements.
Mon pantalon de pluie en Pertex nécessiterait de rajouter une couche imperméable, mais je ne le ferai pas. En vêtements bas de pluie, un pantalon de pluie en Pertex Shield de la marque Montagne en 100% nylon avec cette membrane Pertex qu'on voit bien dedans. C'est moins grave pour moi d'avoir un pantalon de pluie qui soit pas 100% étanche comme ça. D'une part parce que c'est pas les mêmes usages. Il faut que le pantalon de pluie soit plus rugueux et résiste mieux à l'abrasion quand on s'assoit ou quand on marche, les frottements. Mais aussi si on passe quand même le long de certaines plantes épineuses, il faut quand même que le pantalon résiste. Ça je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted, ça coûte dans les 90 € neuf, je l'ai eu à une quarantaine d'euros, je l'ai pris en taille L. Ça finit par prendre l'eau un moment, on transpire dedans, c'est un super coup de vent et donc pour les jambes, comme vous avez vu j'ai un short, quand je mets ce pantalon de pluie les matins en partant, ça fait office d'une vraie couche thermique. Ce pantalon pèse 148 grammes, le même poids que la veste de pluie. Et donc c'est formidable. Il y a 2 semaines, il y avait encore de la neige dans la Chartreuse et donc j'ai pu aussi faire de la luge avec ce pantalon dedans sans être mouillé. Donc c'était très chouette et c'est un vêtement que j'utilise beaucoup. Il a des scratchs de serrage en bas, c'est très important pour moi. D'une part parce qu'on peut ouvrir et donc passer le pantalon avec ses chaussures, même si j'ai des chaussures en 46,5, ça passe péniblement mais ça passe, et surtout quand on serre les scratchs, le pantalon ne se frotte pas avec lui-même quand on marche et donc on n'a pas ce frottement permanent. Par contre je n'ai rien pour les chaussures, donc quand il pleut je suis trempé dans les chaussettes et les pieds et j'assume complètement. Donc c'est des vêtements très légers qui sont discrets dans le fond du sac, enfin, dans cette poche là pourtant très accessible et qui se font oublier. C'est un peu le principe des vêtements de pluie. J'ai ma trousse de toilette / sécu qui se trouve également à l'extérieur. Ça c'est tout ce qu'il y a à l'extérieur du sac. Non, il reste les sardines de ma tante que je mets à l'extérieur puisqu'elles sont perforantes par définition. Et je ne veux pas qu'elles abîment le contenu de mon sac, qui sont des sardines triangulaires, on peut peut-être le voir là, triangulaires, qui ont des petites encoches sur les 3 côtés roses, qui est très pratique, on peut les mettre dans n'importe quel sens, et cette petite ficelle là qui est fabuleuse parce que quand elles sont bien enfoncées dans le sol et qu'on a du mal à les enlever, on les tire dans l'axe avec ça et ça sort tout seul. Et j'ai également dans le fond de ce sac 4 mètres de fil nylon qui sert pour mes haubans de tente, mais ça permet également de réparer un lacet, de faire un fil à linge. Sur la dernière poche en dessous du sac, qui est systématiquement celle que je réserve pour les déchets. Quand je vois des déchets par terre, type les emballages de barres céréales, je les ramasse et je les range dans cette poche. Parce que c'est vraiment l'endroit facile d'accès. Je ne sais pas, je descends le sac pour mettre l'emballage dedans et je le ramasse. Et c'est également là-dedans où j'ai mon petit sac poubelle. Donc mon sac poubelle est accessible de ce côté-là, la grande ouverture, et la petite ici c'est pour bourrer les affaires. Et je produis très peu de déchets parce que j'emballe notamment ma nourriture moi-même, ce qui veut dire que j'ai pas d'emballage régulièrement. Donc un tout petit sac poubelle de salle de bain suffit. Et à l'extérieur du sac, dernière chose ici, un matelas mousse en plastazote. C'est ce qui sert notamment à emballer des meubles ou certains objets un peu précieux. Donc j'ai récupéré ça, je ne sais plus trop où, mais c'est de la récup. J'avais un rouleau qui était beaucoup plus long, je l'ai coupé en plusieurs sections. Ce morceau fait 90 cm, ce qui permet juste de faire la longueur du torse. Et je m'en sers dans la tente plutôt au niveau des pieds, parce qu'on va le voir, j'ai un matelas longueur de torse. Ça pèse 58 grammes et c'est fabuleux comme objet. Ça a une autre fonctionnalité, c'est que, vous l'avez vu, c'est à l'extérieur de mon sac, donc facile d'accès. Dès que je fais une pause, je le prends et je le mets sous les fesses et ça me permet d'avoir un endroit sec. Il a presque 1 an et demi, il a fait la traversée des Alpes, il a fait plein de randonnées et il est encore parti pour plusieurs années, donc c'est très très durable. C'est vraiment un super kit. Quand on parlait d'objets qui ont plusieurs fonctionnalités, un peu comme le bœuf, ça c'est une des choses de mon sac qui a le plus de fonctionnalités. On passe au contenu du sac. Le sac à l'intérieur. J'ai en premier, accessible sur le haut de mon sac, toujours ma tente. Ma tente a besoin d'être accessible en première puisque dans des conditions climatiques un peu difficiles, c'est la première chose que je vais chercher pour monter mon abri.
Tout ce qui était vêtements de pluie et autres était à l'extérieur, donc je suis couvert, je suis protégé. La dernière chose que j'ai besoin pour m'abriter, c'est ma tente, donc c'est celle que je monte en haut de mon sac. C'est celle que je vais également mettre en dernier dans mon sac quand je pars du camp le matin, puisque j'aurai tout remballé, il restera juste ma tente à mettre dessus. Voilà. Ma tente, c'est une Lanshan. Beaucoup de gens la connaissent comme une des tentes redoutables en termes de budget poids. Je l'ai payée il y a quelques années, elle a presque 3 ans. Je l'ai payée 120 €. C'est la Lanshan 1 classique, celle qui est en double paroi avec une moustiquaire et une toile extérieure. Je la préfère à la version pro. J'ai un tarp, donc la partie extérieure qui pèse 400 et quelques grammes. Le bathtub qui pèse à peu près 200 grammes, la baignoire qui pèse à peu près 200 grammes, donc une tente à 600 grammes, monoparoi, quand je veux partir en hiver ou lors des premiers jours de printemps, automne, quand il y a très très peu d'insectes. Et l'été, en pleine saison, là je pars avec une moustiquaire, notamment en prévention. Alors c'est pas les moustiques, les araignées, ce genre de choses qui me fait peur, c'est vraiment les tiques. Et je veux le soir, le matin, quand on se réveille, qu'on voit qu'il y a des tiques qui sont prêts, armés sur les brindilles d'herbe à nous attaquer, je n'ose pas imaginer combien il y en a dans la nuit qui se déplacent sur nous. Donc la nuit, j'aime être en été, la nuit, j'aime bien être dans une moustiquaire. Cette tente est en cil nylon, et le cil nylon, c'est le matériau qui compose la plupart de nos tentes, allant jusqu'aux tentes des MSR. Le cil nylon, c'est un matériau qui avec l'humidité, absorbe un peu de l'eau et se détend, ce qui fait que lorsqu'on le remballe dans son sac, il est un peu plus lourd quand il est humide, et la nuit, lorsqu'il a plu ou quand il y a beaucoup de condensation, la tente se détend légèrement. Ce que j'ai fait, c'est que dans les coins de ma tente, j'ai installé de la corde élastique, ce qui fait que lorsque je la mets en tension, elle est en tension par des élastiques. Et la nuit, si elle venait à se détendre avec de l'humidité, les élastiques prennent le relais et la tente s'auto-ajuste. Et donc le matin, ma tente est toujours tendue, j'ai pas de problème de bâillement des parois. Et je l'ai pris dans une couleur marron, la même couleur que le sac que vous voyez ici, puisque c'est une couleur d'une part qui est très discrète, on va y revenir, et d'autre part parce qu'elle sèche très vite au soleil. L'ensemble de mes vêtements, vous avez vu, étaient sombres couleur noire, c'est aussi parce que lorsqu'ils sont humides, ils sèchent plus vite au soleil, comme ils sont d'une couleur sombre. C'est une astuce qui fonctionne très bien. La tente en marron est plus discrète, et quand je dis discrète, elle est vraiment dans une couleur idéale pour bivouaquer sans être vue. Il est arrivé à plusieurs reprises que des personnes passent à quelques mètres de ma tente et ne me voient même pas parce que j'étais de la même couleur que le tapis forestier couvert de feuilles. Donc j'aime beaucoup cette tente qui est la couleur kaki de chez cette marque. En termes de durabilité, j'ai quelques petits trous dedans. Alors, elle a 2 ans et demi, je me suis attrapé des grêles très très violentes. Je vais mettre une image là dans les Alpes sur le GR5. Donc c'est une tente qui fait tout à fait le travail, dans lequel j'ai confiance. J'ai refait à peu près tous les nœuds de la tente. J'ai fait des nœuds du camionneur avec un coulissant qui me permet de resserrer certaines zones de ma tente. Et donc j'alterne entre moustiquaire et sans moustiquaire, ce qui fait que la Lanshan 1 est plus polyvalente. Autre chose accessible sur le haut de mon sac, ma petite banane. Alors, une banane, à quoi ça sert? Je ne la mets pas sur moi quand je marche. Cette banane, dès que j'arrive dans la ville, ou dès que je prends les transports en commun, ou c'est vraiment plutôt un article de voyage, je la sors et elle est sur moi avec mon portefeuille, avec mes câbles, tout ce qui est accessible dedans. Elle peut contenir mon appareil photo et une optique. Donc, dans l'éventualité où je n'ai pas besoin d'appareil photo accessible, je le range dans mon sac, dans cette banane. Et je peux ranger mon appareil photo dans ce sac, dans le sac étanche, et comme ça, tout est vraiment protégé des éléments. C'est une petite banane Décathlon qui m'a coûté 5 €, qui est ultra compressible, qui pèse 48 grammes. Et donc vous voyez, le cordon il est rangé là, mais je peux le sortir et le mettre en banane. Voilà. Ça c'était mon sac est en 3 parties. Ça c'était la partie haute, la tente et mon matériel électronique, les 2 choses que j'utilise le plus dans la journée où j'ai besoin sous le haut du sac. Et j'ai mon sac de nourriture. Mon sac de nourriture, il est posé contre mon dos, c'est une des parties les plus lourdes. Je vais attendre qu'il n'y ait plus le bruit du plastique pour parler. C'est une des choses les plus lourdes du sac. Le plus long que j'ai fait en autonomie, en portage, c'est 5 jours. C'était dans les Alpes, mais c'était également le week-end dernier en Normandie où j'ai décidé de faire 5 jours d'autonomie sans dépendre de quoi que ce soit de l'extérieur. Et donc 5 jours d'autonomie, ça fait 3,5 kg pour 600 grammes par jour. Donc j'ai un grand sac de course Franprix, tout à fait classique, qui fait 24 grammes et dans lequel je mets tout dedans. L'avantage c'est qu'il s'ouvre très grand au-dessus, donc j'ai une grande visibilité de l'ensemble des choses que j'ai dedans. Au moment je pose ça à côté et j'ai tout d'accessible. Le sac n'est pas étanche aux odeurs, ce qui peut être un défaut. Il m'arrive quand je dors dans la tente sans la moustiquaire
d'avoir quelques fourmis qui viennent dans mon sac, mais je m'en fiche un petit peu parce que bon, bah, l'ensemble des aliments que j'ai sont emballés dans des ziplocs individuels, donc les bestioles n'atteignent pas. Et j'ai eu par le passé un renard qui a pris mon sac de nourriture et qui l'a complètement déglingué, donc je veux pas prendre des sacs en Dyneema, des trucs ultra chers. Un bon vieux sac de course, ça pèse le même poids, c'est complètement étanche, et on a plus de visibilité, de place dedans, donc ça me va très bien. Et puis ça fait quoi, bah, j'en ai eu un pendant 600 km là dans les Alpes, et ça a fait le travail pendant 600 km. Après il était déchiré de partout, il fallait le changer, mais c'est quand même pas mal pour un sac de course d'être aussi durable, on va dire 600 km, et il n'y a pas besoin d'avoir un autre type de plastique plus compliqué, ça marche très bien. Je ne vais pas rentrer dans la nourriture dans cette vidéo là, on va juste parler de deux choses qui sont dans mon sac de nourriture. J'ai mon kit popote et ce petit sac qui complète la popote. On va voir ce qu'il y a dedans dans le zoom sur les petits sacs avec ma trousse de toilette et ma banane. Voilà pour le sac de nourriture. Dans mon sac, j'ai un liner, ça fait un bruit monstrueux. C'est son principal défaut, c'est que ça fait un boucan énorme. Par contre, ça tapisse, vous voyez l'ensemble de l'intérieur de mon sac, ça va jusqu'en bas, et ça rend mon sac complètement étanche. Voilà ce que j'ai dans mon sac, c'est tout ce qu'il y a dans le film étanche. Dans le fin fond de mon sac, tout en bas, je ne l'ai pas ici, mais j'ai un autre petit ziploc plastique dans lequel j'imprime, quand je pars longtemps, une carte papier, donc un cadrage que j'ai choisi avec les grandes étapes de mon itinéraire et le nombre de jours entre chaque. Voilà pour tout ce qui est dans le sac. On arrive au bout. Donc j'ai mon duvet, c'est votre élément de sécurité principal. C'est l'élément le plus cher du matériel, alors, sauf quand on fait de la photo. Et vraiment il ne faut pas rigoler là-dessus, quoi. Il faut prendre du matériel dans lequel on a confiance et qui est qualitatif. Et donc le duvet, je suis parti non plus sur un duvet sac de couchage, mais sur la couette. J'en suis relativement conquis, je pense pas que ça vaut pas tout l'engouement que ça a. C'est vrai que ça me permet d'économiser pas mal de poids pour une température de confort équivalente. C'est une couette qui est de la marque Heiberg, la même que mon sac à dos. Je l'ai pris avec, donc ce modèle s'ouvre en bas, il a une fermeture éclair. J'aime beaucoup cette polyvalence. Encore une fois, dans un souci d'avoir un matériel qui couvre plusieurs besoins. Lorsque l'on campe avec ma petite amie en température estivale, on prend un duvet pour deux. Je mets un élastique sur mon matelas, un élastique sur son matelas, ce qui fait qu'on borde la couette de chaque côté, ce qui fait que je ne peux pas lui prendre la couette. C'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe d'ailleurs, mais je ne peux pas lui prendre la couette et ça nous couvre et on est largement bien pour des nuits à 10 degrés sans problème. On peut descendre jusqu'à 5. Après, il commence à y avoir quand même pas mal d'air qui circule sous la couette, donc en dessous de 5, c'est plus aussi chaud que si c'était une couette pour moi tout seul. Donc les deux sangles de serrage, j'aime bien ce système d'élastique parce qu'il est complètement plat, donc on ne le sent pas du tout dans le dos. Très facile à installer, on retient juste la partie, le clips femelle va à droite, dans le sens quand on regarde le matelas de bas en haut, et puis on se trompe jamais. Si je le tends comme ça, la prise femelle se retrouve sous le matelas, et la prise mâle également sous le matelas, ce qui fait que le duvet passe en dessous pour se clipser, et donc ça évite vraiment que la rentre dedans. En système de couchage, je vais faire une petite vidéo du système de couchage après, hein, mais j'ai un matelas Nemo. C'est le Nemo Tensor Regular, il est en air value de 2.2 et il est juste à la taille de mon torse, 120 cm, ce qui est plus léger. Le matelas fait 250 grammes, il a à peu près 40 nuits à son actif. Pas du tout de crevaison, pas de dégonflement, ça fonctionne très bien. Je le protège en partie avec le matelas mousse que vous avez vu en dessous. Les vêtements, deux tenues, vous l'avez vu, j'ai une tenue pour marcher, une tenue pour dormir. Ce qui est dans mon sac, dans le sac étanche, c'est la tenue pour dormir, mais pas que. Voilà, une tenue de ville qui est du coup similaire à celle que je porte maintenant. J'ai un pantalon chino vert. C'est le même que celui-là, ça m'arrive de prendre ce pantalon beige aussi. C'est un pantalon en polyester de la marque Uniqlo
qui du coup me sert de pyjama. Il est très confortable, il pèse que 240 grammes. Et lorsque je finis mon trek, j'ai une tenue propre, parce que je ne l'ai pas porté pour marcher, j'ai une tenue propre pour rentrer chez moi. Au même titre que le haut, j'ai avec ce pantalon un t-shirt noir classique, qui est un t-shirt en polyester, et on dirait pas un t-shirt de sport. Ça m'arrive de le porter au travail. Cette polyvalence, elle peut aussi se trouver dans d'autres types de t-shirts, comme des t-shirts en merino. J'en ai plusieurs, des noirs pareil également. Là j'ai un t-shirt de la marque Unbound Merino, j'en ai aussi qui sont de la marque Seagirl, avec 20 nuits à porter ce t-shirt comme pyjama le soir, et au bout des 20 nuits, il ne sentait pas. Je me sens encore propre dedans après avoir utilisé ce vêtement comme un pyjama pendant de nombreux jours. Donc du coup j'ai deux tenues. J'ai deux tenues qui peuvent s'alterner. En doublon de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, j'ai le même caleçon de Decathlon, cette fois en bleu, ce qui me permet de comprendre lequel est lequel, et les mêmes chaussettes en noir. Je n'ai pas de doudoune. J'ai une petite polaire à capuche, qui est de la marque Couillou, qui pèse 150 grammes avec une capuche, des passe-pouces. C'est une micro-polaire vraiment, et ce vêtement est très chaud dans l'effort. Et donc je peux descendre jusqu'au 0 degré dans l'effort avec ça, donc il faut rester actif. Et au camp, le soir, je peux descendre autour des 5 degrés avec mon haut à capuche que je vous ai montré tout à l'heure, ça, mon coupe-vent et ma veste de pluie. Et lorsqu'on arrive en dessous, en température, je ne peux pas, avec ce matériel-là, rester en statique. Il faut que j'aille dans mon duvet. Voilà. Donc c'est un matériel qui est plutôt orienté marche active et qui ne suggère pas que je passe des heures au bivouac le soir. Mais j'ai pas pris de doudoune parce que je me rendais compte que c'était un vêtement que j'utilisais trop peu, qui me servait plus à rembourrer mon oreiller qu'à être mis sur moi. Et si vraiment j'avais un problème de froid et que j'étais dans des conditions vraiment trop froides, je m'arrête, je me mets dans mon duvet, je me réchauffe. Voilà les 3 sacs thématiques qui sont dans le haut de mon sac à dos. Le sac à droite est mon petit sac cuisine, sac au milieu électronique et photo, et à gauche le sac toilette et sécu. Voilà tout ce que j'ai dans mon sac de toilette. Et voici ce que je prends si je dois partir plus longtemps. Ça vient s'ajouter dans la trousse de toilette. Voici ce que j'ai dans ma trousse de sécu / réparation. Et voilà ce que je prends dans mon kit électronique. Parfois il m'arrive de prendre tout cette électronique dans une banane, ce qui rend les choses un petit peu plus faciles à porter au quotidien lorsque notamment on traverse des villes ou qu'on prend souvent les transports en commun, et une batterie en plus lorsque les aventures dépassent 2-3 jours. Ça, c'est mon kit cuisine que je viens compléter avec ces objets quand l'envie m'en prend de manger chaud notamment. Avec cette magnifique lumière au-dessus de Grenoble, je vous invite dans mon petit palace pour voir à quoi ça ressemble. Un petit tour, là où je dors le soir. Donc j'ai ma couette qui est accrochée par des élastiques sur mon matelas de sol. Donc je suis parti sur un matelas en accordéon, mousse. Je mets en thé d'oreiller mon t-shirt, enfin un des vêtements que j'ai en rab, ça peut être ma veste de pluie, ça peut être ma veste coupe-vent, ça dépend. Là c'est mon t-shirt avec mon coussin qui est fixé dedans pour pas que ça bouge. Ensuite, en partie basse, j'ai pris là pour le coup mon deuxième matelas parce qu'il allait pleuvoir ce week-end et je voulais être sûr que si mon sac se mouillait, j'ai toujours les pieds au sec. Mais normalement, je l'ai pas, j'en ai qu'un des deux. Là, c'était grand confort cette nuit. J'ai de la place pour mes petites affaires au fond. Et j'ai eu pas mal de condensation cette nuit avec un point de rosée relativement tard ce matin. Donc ça a bien mouillé la tente. Mais elle s'est réajustée et retendue toute seule grâce à mes petites cordes élastiques que j'ai mis dans chaque ongle. On voit bien là, ça a mis en tension. Hier c'était, il y avait 3-4 cm de plus. Hier je les avais tendus à ça. Donc ça auto-ajuste la tente.
falloir finir la vidéo bientôt parce qu'il commence à se faire tard. Pour conclure, je vous conseille de tenir un tableau, une liste ou quoi que ce soit qui vous permet de renseigner l'ensemble des objets que vous avez pris avec vous lors de vos randonnées, mettre leur poids et peut-être même indiquer leur prix dans ce tableau, ce qui permet de suivre l'ensemble des masses et voir ce qui peut être enlevé, retiré, ce qui pèse lourd dans votre sac. Aussi, j'ai renseigné dans la description dessous une liste Lighterpack, donc c'est une liste écrite de tout mon matériel, ce qui vous permet d'avoir plus de détails. Donc la liste Lighterpack comportera également les prix. Il y en a peu qui font ça sur... il y a peu de listes Lighterpack que j'ai vues avec les prix d'indiquer. Je l'ai fait parce que je trouve ça hyper instructif de voir à peu près la valeur des choses. Attention, ce que je renseigne dans la Lighterpack, c'est le prix au moment où je les ai achetés. Certains des articles, je les ai achetés avec des promos. Attention, quand vous regardez les prix, ce sont les prix auxquels je les ai payés, donc vous pourrez les payer un jour de promotion. Donc un poids de base de 4,7 kg, dont 900 g de matériel photo. Ça remplit pour moi mes objectifs que j'ai cités précédemment, les 3 objectifs. En plus d'être léger, je suis satisfait de la durabilité des objets que j'ai dans ce sac. Donc j'estime que je vais pouvoir l'utiliser pendant quelques années, ce matériel, sans avoir à faire de gros changements, ni de changements qui vont me coûter trop cher. En termes donc, de compléments, parce qu'on parle de poids de base du sac, il y a évidemment 2 choses qui rentrent dedans, ce sont tous les consommables, notamment la nourriture et l'eau. Et donc la nourriture, je suis aux alentours de 600 grammes par jour, ce qui fait pour 3 jours 1,8 kg de nourriture, c'est à peu près ce que je vais prendre. Et pour l'eau, on l'a vu avec ma capacité de stockage, je suis à 1,6 litre en capacité maximale. C'est le volume que j'aurai les soirs à proximité du bivouac, mais en journée je tourne rarement autour d'1,6 litre. Je suis plutôt entre 500 ml et 1 litre porté sur moi, en fonction des lieux que je traverse, ce qui fait que, avec ce que je viens de vous dire, on est aux alentours de 7,5 kg portés sur le dos, et 7,5 kg, ça représente 10% de mon poids, donc c'est ce que je recherchais au départ pour garder de l'agilité en mouvement lors de la marche, en même temps accomplir tous mes autres besoins lors de ces sorties. Voilà, donc en vous remerciant d'avoir tenu jusqu'au bout de cette vidéo, qui était très longue, ça veut dire que vous étiez passionné vous aussi de marche, ou alors simplement vous cherchez sur internet des conseils, des trucs et astuces pour faire votre sac à dos. Moi ça m'a été très utile de regarder les vidéos d'autres personnes, donc j'espère que cette vidéo servira à son tour, et puis à une prochaine, ciao. Oui, dernière chose, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos trucs et astuces à vous, ce qui serait utile à tout le monde, et moi y compris, parce que je suis certain que j'ai encore plein de choses à apprendre. Voilà, ciao, salut.